Salut, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va bien. Aujourd'hui, j'aurais aimé parler de YouTube, des chaînes YouTube et notamment de l'évolution entre la télévision telle qu'on la connaissait, donc les studios qui créaient des émissions, et puis la manière dont le travail s'était structuré à l'époque, et puis la manière dont aujourd'hui ça existe sur Internet, les possibilités de monétiser et toutes les difficultés qui tournent autour de ça en fait. Et qu'est-ce qui fait le succès. Et alors je suis tombé sur une vidéo qui m'a intéressé en fait, qui comparait, enfin, qui parlait un peu des chaînes YouTube dédiées à l'automobile, qui ont en fait été lancées par des grands, surtout par des télévisions ou bien par des investisseurs avec un système de chaînes, enfin de studios, avec donc un présentateur, caméraman, producteur, éditeur, enfin toute l'équipe, plus encore les journées de tournage où ils louent un circuit automobile, ou alors euh, toutes ces choses qui représentent des coûts énormes. Et en fait, on observe avec le temps que, en tout cas sur YouTube, il y a eu beaucoup de ces chaînes qui étaient justement menées par des grands groupes qui se sont cassés la figure en fait, parce qu'ils se sont aperçus que c'était impossible de rentabiliser à partir du moment où ils veulent, ne serait-ce que pour une journée, louer un circuit automobile. Ça coûte, je sais pas, ça dépend un peu de la longueur du tournage, mais disons facilement entre 3 et 6 000 euros. Et puis si on doit ensuite ajouter tous les caméramans professionnels qui sont là, ça très vite ça nous amène à 10 000 euros. Or en fait, une vidéo qui va faire 100 000 vues, elle va rapporter 100, 200 euros. Et donc Ouais, en fait, moi, on j'ai se aucune retrouve, idée j'ai aucune on idée s'y des retrouve prix. pas du tout. Et donc il y a une énorme prime en fait sur YouTube. Et en général, c'est le cas des autres médias, mais YouTube est particulièrement le plus important là-dessus. Il y a évidemment une prime pour ceux qui font énormément de vues dans les millions, centaines de millions, et puis même plus, milliards. Eux, évidemment, ils vont pouvoir s'en sortir. Et on voit effectivement que entre la première personne qui a atteint les 50 millions d'abonnés, c'est-à-dire PewDiePie, ce Suédois qui fait des vidéos, enfin qui faisait à l'époque des vidéos de jeux vidéo, où il se filmait en train de jouer aux jeux vidéo, et puis maintenant il fait plutôt je sais même pas comment décrire, mais bon, enfin il a réussi à Je passer les connais pas. 50 millions, et puis il est à 100 millions maintenant. Et puis, il a été dépassé récemment, bah, alors notamment par une chaîne indienne avec laquelle il s'était battu à partir de 50 millions jusqu'à 100 millions pour atteindre. Mais évidemment, avec maintenant MrBeast, qui est un gars incroyable. Je crois qu'il a 24 ou 25 ans. Il vient du Midwest. Et donc, il a construit en fait un système où, alors lui, il investit énormément. C'est-à-dire qu'il y a pas tellement de vidéos où c'est rentable, c'est-à-dire qu'il réinvestit tout dans la production, où il fait ses vidéos, où c'est, je sais pas, j'offre un avion à quelqu'un si il reste assis pendant 48 heures, ou des choses comme ça, voilà. Il arrive comme ça à créer des choses assez dingues. Et je crois qu'on lui a déjà proposé 1 ou peut-être 2 milliards pour racheter sa chaîne, c'est complètement dingue. Bref, donc il y a ces gens-là qui, en fait, la plupart ont commencé tout seuls euh, en faisant tout de A à Z. Et puis de l'autre, il y a les pros. Et parmi les pros, évidemment, dans l'automobile, bah, il y avait Jeremy Clarkson et puis sa bande, Richard Hammond et James May de Top Gear, qui étaient vraiment, c'était quand même, je crois, la plus grosse émission de télé du monde, jusqu'à, je crois, il y a 4 5 ans, où Jeremy s'est fait virer, et puis ensuite il est passé chez Amazon. Et puis ils ont essayé tous les trois, parce que je crois que chez Amazon ça se passait pas très très bien non plus, de lancer une chaîne de YouTube qui s'appelle Drive Tribe, où je crois qu'ils ont pris des parts dans une chaîne qui existait déjà.
et ça ne marche pas. Ils ont dû fermer là récemment. Et en fait, c'est incroyable de se dire que des gens aussi influents que Jeremy Clarkson n'arrivent pas en fait à gagner leur vie sur YouTube. Et on l'a vu aussi avec je l'ai vu observer aussi avec les grands chefs cuisiniers britanniques un peu stars comme Gordon Blum- Ramsay, Blumenthal. Jamie Oliver, pardon? Blumenthal. Blumenthal, Aston Blumenthal aussi. C'est pas, ils ont fait des essais. Enfin, celui qui a particulièrement raté, c'est Jamie Oliver. Il avait énormément investi je pense, dans FoodTube. Et ça, le contenu est très bon, hein, mais en fait, ils n'arrivent pas à trouver la rentabilité. Et donc, c'est vraiment très intéressant ce phénomène. Et ce que disait en fait le YouTuber automobile que je regardais qui expliquait ça, c'était que lui, il en vit très bien en fait, hein. Il a sa petite chaîne, etc. Enfin, il peut s'acheter des magnifiques voitures avec ça, mais ça marche parce qu'il fait tout de A à Z. Et, euh, et qu'en fait, tous ces gens qui viennent du monde où justement le travail est un peu plus divisé, où en fait, si j'ai bien compris, dans Top Gear, il y avait des gens qui écrivaient les émissions, puis il y avait évidemment des gens qui les tournaient, etc. Et donc en réalité, Jeremy Clarkson, il est peut-être bon en journalisme automobile, mais en réalité, de là à faire une émission, il a besoin de gens qui vont lui écrire ses scripts, etc. Et tout ça, ça coûte d'autant plus. Et puis aussi sur YouTube, il y a et c'est pas, enfin, c'est peut-être cohérent avec d'autres domaines, mais c'est pas parce que en fait on va mettre des gros moyens, qu'on va louer un circuit, que on va mettre le paquet, que ça va faire beaucoup de vues en fait. Et le gars qui parlait de ça disait souvent que parfois c'est des vidéos où il est assis dans son bureau en train de d'aller par exemple sur les sites d'annonces automobiles et puis de faire des commentaires sur les annonces qu'il voit. Il lui arrivait de faire 10 fois plus de vues que sur les vidéos où il avait mis 2 jours à tourner, plus à l'extérieur, plus la location, plus le voyage pour aller, je sais pas, en Écosse. Donc c'est assez drôle en fait. Enfin, surprenant, mais surtout on comprend que la façon dont fonctionne YouTube ne va pas, enfin, ne s'adapte pas aux standards de la télévision. Et évidemment, la même question se pose actuellement pour tous les gens qui sont dans l'industrie de la musique, euh, et puis évidemment dans la littérature, enfin, ceux qui publient beaucoup de livres, comment en fait faire en sorte, dans un système complètement digitalisé, de s'y retrouver en fait. Est-ce qu'on arrive effectivement en créant un rapport, en faisant tout soi-même, en publiant soi-même sa musique, en la montant soi-même, la mixant soi-même, en faisant soi-même sa promotion, c'est-à-dire en ayant toute une communauté de gens qu'on suit, enfin qui nous suivent, à monétiser, mais si on sait pas faire ça, c'est c'est en fait un peu l'inverse de la division du travail. Enfin, concentration en tout cas qu'on observe. Et ça me fait beaucoup réfléchir à tout ce truc depuis quelque temps. Et finalement, tu vois, les émissions que nous on fait là, c'est vrai qu'en termes de moyens et même d'efforts derrière, moi qui les mets en ligne, en fait, j'essaye de faire un minimum parce que j'ai bien compris que c'était pas forcément là qu'était la valeur et que c'est souvent plus dans le contenu que dans la production qui est derrière. C'est un domaine que je connais pas du tout. Enfin, ce que j'en ai entendu, ce sont les réflexions de Peterson, toujours, hein, ma principale source de- de- d'idées, qui constate l'effondrement des chaînes de télévision américaines, de l'audience et de l'explosion des contenus longs sur YouTube. Et comme tu le dis, pas forcément très montés. Les podcasts en particulier, par exemple Joe Rogan. Joe Rogan, il fait entre 5 et 6 millions de vues par émission, tous les jours.
l'audience de CNN, je crois que c'est 500 000 personnes par jour. Oui. Tu vois, c'est ce genre de rapport qui a complètement explosé. Est-ce que... Et Joe Rogan, je sais pas quel, enfin le principe il est extrêmement simple en fait. Il a un petit studio, un gars qui est en régie et puis qui suit l'émission et puis qui quand il parle, parce que comme ils vont souvent parler de choses qui sont liées à Internet, lui il tapote sur son écran et puis il fait apparaître éventuellement une photo, une vidéo ou un ils vont truc vérifier des pour informations. Il vérifie les informations. Mais même ce format là, il a pas beaucoup évolué. Je soupçonne dernièrement que il passe peut-être pas mal de temps à préparer les émissions de façon à pouvoir créer des shorts en fait sur YouTube. C'est-à-dire que parce qu'en fait c'est le principal moyen d'attirer des gens vers ses émissions longues, c'est donc de publier des extraits. Et quand je regarde ces extraits, parfois dernièrement j'ai commencé à me dire que c'était un peu mis en scène en fait. Ça m'étonnait que ça soit que comme ça, ils arrivent en 20 secondes à faire un échange aussi intense. Enfin, je sais pas si tu Je pense tu vois pas ce parce que je veux que dire. Non? lorsque tu regardes l'émission complète, et j'ai regardé son interview la plus récente de Peterson, Oui. j'ai reconnu un des shorts que j'avais entendu par ailleurs. Il est parfaitement fluide dans la conversation. Alors il est Ah soit oui. très bien monté, soit simplement c'est la qualité de l'écoute du journaliste. Enfin, c'est Joe Rogan qui Ouais. pose des questions très honnêtes. Il est curieux. Il n'y a pas de piège derrière ces questions. Il n'essaie pas de faire du sensationnel. Il est attentif. Il fait attention à celui qui parle en face. Et c'est ça qui est la grande qualité de son Mhm. émission. C'est ça qui plaît aussi beaucoup. Il pose des questions que tout le monde voudrait poser. Alors parfois, il admet, il admet qu'il connaît déjà la réponse et donc il pose la question de façon pas candide, mais la plupart du temps, elles sont candides. Et j'ai écouté un peu Lex Friedman Ouais. pendant un temps là pour comparer avec Joe Rogan. Lex Friedman, il m'a très vite ennuyé. D'abord parce qu'il a un ton de voix qui est rasant. Ah oui. Il Euh, est ouais. il est très métallique. Il n'est Il pas est sur la chaleureux. retenue. Ouais. Il pose toujours la même question. Il demande à son interlocuteur could you argue against your case? Could you steelman your case? Est-ce que tu peux argumenter contre ce que tu viens de dire? Ou est-ce que tu peux argumenter en faveur de la thèse que tu attaques? Alors, c'est Ok. intéressant. Ouais. Ok, je vois, c'est intéressant dans un cours de rhétorique, mais moi ça m'intéresse pas. Et donc il fait ça, et ça m'a semblé faux, tu vois. C'est pas comme ça que se déroule une conversation entre deux personnes. Tu demandes pas à quelqu'un de t'expliquer pourquoi est-ce que ce qu'il dit est faux. C'est vrai que Lui-même, j'ai lui-même remarqué tout. que Lex Friedman, il avait des questions parfois surprenantes en fait, que je trouvais intéressantes, hein, mais qui montraient qu'il avait dû réfléchir avant parce que c'est pas si évident d'inventer une question comme ça. Tu disais que Joe Rogan était naturel, là c'est justement préparé beaucoup plus, hein. Voilà. Pas scripté, mais Et donc ce genre d'émission ouais. a un succès dingue. J'ai pas encore trouvé l'équivalent en français. Tu connais toi? Il y a le gars de Juste Milieu, mais il interroge pas des gens ou très peu, je crois. Je crois que parfois il interroge quelqu'un, mais c'est très rare. J'ai pas trouvé ce format encore en français. Bah, Peterson déjà, aussi. Peterson, ouais. c'est un excellent intervieweur. Ses interviews sont jamais coupées. Ça aussi, hein, il y a pas besoin de travail d'édition, de production. Ouais, ça c'est Parce que étonnant. Ouais. quand tu coupes, les auditeurs s'en rendent compte tout de suite et donc soupçonnent qu'il y a eu un arrangement. Ouais. Et il faut que ça soit du direct, en fait. Il faut que ça soit pas il faut que ça soit préparé, il faut que ça soit un peu préparé. Mais il faut pas que ça soit travaillé.
parce que ce qui est recherché, ce qui est agréable, c'est la conversation entre deux personnes. C'est ce que nous, on essaie de faire d'ailleurs. On le fait parce qu'on est frères, c'est facile. Mais c'est ça qui est aimé. En tout cas, les grands podcasts ont enfin, les grands podcasts où il y a du dialogue, parce qu'il y a des podcasts monologues, et puis il y a des podcasts où il y a un invité. Ça, c'est les meilleurs, c'est là où il y a des invités. Ouais. J'ai regardé un Il y peu a- tu vois, par exemple, j'ai comparé récemment avec des interviews de cet Anglais très provocateur. Chris, Non, non, Chris, non, non. journaliste anglais qui s'est fait Ah, virer de Piers Morgan. Piers Morgan. Piers Morgan. Alors, Piers Morgan, il est encore trop journaliste. Il cherche encore de la sensation. Il, euh, il n'est Tu pas parles de quel bienveillant. son Bah, entretien avec Ben Shapiro ou alors, j'ai lequel pas écouté celui avec Ben Shapiro, mais celui avec, j'en ai écouté un avec, celui avec Andrew Tate, par exemple. Enfin, il y en a eu deux, je crois, avec Andrew ouais. Tate. Ça, Oui, il y en a j'ai eu écouté deux. celui avec Andrew Tate. Tu vois, c'est pas une conversation. T'as pas, ce qui m'intéresse, c'est Andrew Tate qui discute avec Piers Morgan dans le salon de Piers Morgan. Ouais. Quand tu reçois quelqu'un sur un plateau de télé, t'es pas chez toi et donc tu peux être désagréable avec lui. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu peux pas être désagréable. Ou quand toi tu vas chez quelqu'un, tu peux pas être désagréable avec quelqu'un. Ouais. T'es obligé d'être Bah, civil. il y a un moment où ils ont une partie d'échecs ensemble. Euh, ils jouent une partie d'échecs, mais ils discutent aussi. Et là, Entre Piers Morgan et Tate? oui, Ah, parce je qu'en l'ai pas fait, écouté. parce que Tate est le fils d'un, Oui, oui, d'un grand joueur ouais, d'échecs. Oui. je crois pas qu'il soit grand maître, mais bon, d'un joueur d'échecs. Euh, et donc, en fait, il voulait tester si effectivement il avait appris. Et effectivement, en, je crois 2 minutes, euh, Piers Morgan s'est fait remettre à sa place. Donc, ouais. En Et donc fait, c'est moins moi, intéressant. celui que j'ai découvert récemment en France, c'est Oussama Hamar. Tu vois qui est ce Alors, gars? j'ai vu passer sur Twitter des gars qui se moquaient de lui. Et je sais pas Alors, pourquoi. J'ai pas regardé. ouais. Donc, lui, c'est un gars qui, je crois, enfin, c'est un Parisien qui avait, je crois, fait Normal Sup ou qui passait par là, peut-être, enfin, par un autre parcours, mais voilà. Et qui ensuite est parti dans l'univers des startups. Euh, et notamment, il a participé à The Family, qui était un accélérateur d'entreprises, et donc qui finançait avec d'autres. Et en fait, il essaye d'être le Simon Sinek français. C'est comme ça que je l'interprète. Donc Simon Qui est Sinek, Simon Sinek? c'est vrai que la comparaison marche moins bien quand on ne connaît pas l'original. Simon Sinek, c'est ce gars qui parle beaucoup de management aux États-Unis et qui est souvent en fait assis sur un canapé en train de parler à quelqu'un d'autre, bien que cette personne ne réponde jamais. Et donc et il est assez connu pour aussi des théories autour de l'entrepreneuriat. Et il est adoré par les gens, notamment sur LinkedIn. Regarde sa tête, je pense que tu le reconnaîtras, non? Comment t'écris ça? SINEK. C'est un tchèque. Non, ça me dit rien. Ok. Bon, et donc lui, en fait, il fait beaucoup de vues, Simon Sinek, et puis il a écrit des bouquins. Et en fait, Oussama Hamar a commencé à faire aussi des choses comme ça, où en s'adressant à une audience ou à une personne, mais en se faisant filmer, il faisait des discours sur comment entreprendre. Enfin, on imagine bien que quand on est dans un accélérateur d'entreprise, on est tout le temps en train de parler justement à ces jeunes entrepreneurs, à essayer de les motiver sur la manière dont on crée un produit, etc. Et, euh, et dernièrement, alors il s'est fait beaucoup critiquer en fait parce que euh,
il s'est fait critiquer dernièrement. Alors, déjà parce qu'en fait, il avait enfin, je crois on le soupçonne d'avoir un peu détourné de l'argent Oui, il y a des dans son procédures truc. judiciaires contre lui, oui, oui, du détournement de plusieurs millions Voilà. d'euros. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, euh, il a déménagé à Dubaï récemment, ce qui Ouais. évidemment, quand on est européen, est toujours mal vu, donc pour des En raisons fait, il est fiscales. libanais, hein, il est d'origine libanaise. Oui, c'est ça, oui. Pour lui, c'est assez logique, mais bon, voilà. Et il est aussi dernièrement, en fait, il a écrit un tweet où il a déclaré en fait que c'était complètement ridicule de vouloir interdire les jets privés et puis les avions. Fallait d'interdire aux gens voyager en avion puisque c'est quand même un peu une petite musique qu'on commence à entendre et que lui, c'est pas rare qu'il aille, qu'il prenne un jet juste pour aller pour un déjeuner en fait. Enfin, il a pris un exemple comme ça un peu extrême. Donc évidemment, il s'est pas fait d'amis. Et là récemment, il a en fait, je sais pas pourquoi, mais je suis tombé sur une vidéo où il présentait en fait en fait un manoir en Normandie qu'en fait je crois il est sorti de The Family, il a dû récupérer un peu d'argent et puis avec un autre gars, ils ont construit un manoir à l'ancienne, mais complètement à partir de rien, simplement à partir de matériaux anciens en Normandie, magnifique. Et je pense qu'en fait il en fait la promotion parce que sans doute il veut le louer et donc ça l'arrange d'utiliser sa chaîne pour faire ça. Et simultanément, en fait, il a commencé à avoir des conversations. En fait, Oussama Hamar, il est à mi-chemin entre Simon Sinek et Gary Vaynerchuk. Tu vois qui est Gary V? Non plus. Non plus. Décidément. Gary V, c'est Non, mais ça qui est un... intéressant, c'est que tu me fais découvrir des gars que je connais pas. Gary V, alors il est extrêmement connu dans le domaine du développement personnel aux États-Unis. Et c'est donc un immigré ukrainien installé, dont les parents sont arrivés à New York, qui, quand il était jeune, s'occupait du magasin d'alcool de son père et a commencé en fait à se dire, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les bouteilles de vin dans le magasin et tous les jours je vais faire une vidéo sur YouTube où je vais parler de cette bouteille de vin. Et donc il a commencé en fait à rentrer dans le contenu, comme on dit, euh, et en fait à beaucoup publié. Et puis, il y a eu pas mal de popularité autour de ça. Et ensuite, il a changé complètement de créneau. Il est passé du côté agence digitale, agence de publicité et marketing. Et en fait, euh, il utilise tous les contenus qu'il met en permanence sur YouTube, filmés depuis son bureau, des extraits de réunions qu'il a avec ses clients. On a vraiment l'impression de le suivre son existence de très près, plus ses livres, etc., pour se faire connaître et en fait faire venir plus de clients. Enfin, c'est un peu comme ça que je comprends son modèle. Et il est très provocateur, il parle très vite, ce Gary Vee, et Oussama Hamar essaye de faire un peu la même chose, j'ai l'impression. Donc en fait, on a l'impression que il partage évidemment des choses très intéressantes, mais derrière, ça permet en fait d'alimenter certains business avec des gens qui vont regarder, qui vont se dire ah, c'est intéressant, quels sont les services qu'il offre, etc. Et là, Oussama Hamar vient de commencer un podcast. Je ne sais plus d'ailleurs quel est le nom, mais il a fait avec un gars qui vient de recruter, qui est assez amusant. Et c'était un peu la première émission et j'ai bien aimé l'écouter. Et puis Oussama, il a inventé un truc, enfin, il fait un truc aussi très curieux c'est un système où en fait on peut se mettre dans une liste d'appels euh, et tous les jours en fait il prend, je crois, 30 minutes et il appelle un numéro sur cette liste en fait et il discute avec la personne et donc on peut en fait échanger et ça s'appelle Better Call Ous. Parce qu'il s'appelle Oussama, Oui. voilà. Je précise parce que moi, quand il en parlait dans son émission, il le disait avec l'accent français, enfin à la française, Better Call Ous. Et je comprenais pas en fait, c'était quoi le truc, j'arrive pas à découper les mots.
C'est une allusion Voilà. à la série Better Call Saul. Hein. Je sais pas si tu... Ah, ok, oui, maintenant tu me dis ça, que je crois que je connais enfin, j'ai déjà entendu l'expression, mais je connais pas la série. C'est une Ouais, série avec un avocat ok. qui gère des petites affaires merdeuses. C'est la suite enfin, c'est un développement, ou comment est-ce qu'on dit, tu sais, il y a un Une s- personnage qui est pris d'une autre série. La série, Oui, c'est ça. c'est le trafiquant de drogue, enfin, ce fabricant de drogue, ce prof de chimie qui devient prof de drogue, qui devient trafiquant de drogue. Et Oui, donc, il y a un personnage comme ça qui fait l'objet d'une autre série. ok, d'accord. Je vois, oui. Donc non, je chercherais pour quelqu'un qui soit comme Joe Rogan, mais en France, parce qu'effectivement, bon, il y a certainement beaucoup de gens qui essayent de se lancer là-dessus et qui vont sans doute percer dans les 6 mois, hein. C'est pas si étonnant, mais c'est vrai que là actuellement, j'ai personne en tête. Ouais. En France, on voit beaucoup le principe de la chaîne de télé qui essaye d'être en ligne. Tu sais, des chaînes. Il y en a qui s'appellent pas les dossiers noirs ni le signe noir, mais un truc comme ça. Enfin, Oui. je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est des journalistes qui interrogent des gars. Et c'est pas, encore une fois, t'as pas cette familiarité, t'as pas l'impression d'être entre deux personnes qui se parlent de façon transparente. Alors c'est peut-être juste un jeu, hein, mais c'est pas le. Moi, je pense que ce qui plaît, c'est ça, c'est la sincérité qui existe chez un Joe Rogan, qui existe chez un Peterson, qui existe peut-être chez ceux que tu as cités mais que j'ai jamais écouté. Ce qui me plaît moins, par exemple, Hmm, chez un Lex Friedman, c'est que la sincérité, elle n'existe pas vraiment. Même s'il peut poser toutes les questions et les gens répondent le plus honnêtement possible. Mais dès que ça redevient le principe du journaliste qui interroge, où tu sens qu'il y a une mise en scène, le gars a pris son masque de professionnel, je pense pas que ça corresponde aux médias qu'est YouTube ou qu'est le podcast. C'est un... En fait, quelle est la différence entre la télévision d'une part, la radio d'une part, donc du même côté, télévision et radio d'une part, et d'autre part, les podcasts, YouTube ou les autres modes, Rumble ou Twitch ou ces mhm, choses-là. Enfin, Rumble en France, c'est plus accessible, mais Twitch, je ouais. crois, l'est. Euh, ben, la différence, c'est que dans un cas, il y avait un monopole. C'est que ça coûtait très cher de diffuser des contenus sur des sur des ondes hertziennes de télévision, d'avoir des canaux de télévision. Il fallait passer par les fourches codines des autorités nationales qui avaient monopolisé les Ouais. attributions des fréquences. Donc Euh, beaucoup de publicité, donc, il fallait rentabiliser avec beaucoup de publicité, et pareil à la radio d'ailleurs. et pareil à la radio. Et alors la radio c'est moins cher à faire sans doute. Mais enfin il y a quand même un monopole. C'est-à-dire que tu Ouais. dois obtenir une chaîne et il y a il y a une fréquence et il y a un nombre de fréquences limité. Et donc le public jusqu'alors était captif. Mhm. Les audiences n'avaient que ça. Ils étaient obligés, s'ils voulaient se divertir ou écouter ou regarder des gens qui se parlent, que ce soit dans des fictions ou dans dans des émissions de dialogue, d'interviews, d'entretiens, de débats. Ils étaient obligés de passer par ces canaux. Et YouTube, podcast, t'es pas obligé. Et donc tu vas Mhm. chercher les gens, tu vas chercher certains types de contenus. Moi, le contenu que je cherche, et je pense que c'est le contenu que cherche la plupart des gens, c'est le contenu sincère où tu vois des gens qui se parlent vraiment. Et il y a pas la mise en scène, il n'y a pas de maquillage. Il peut y avoir un peu de maquillage. Il y a pas de production comme sur les médias de monopole, comme la radio, la télévision. Donc les ondes, les fréquences qui sont limitées et qui sont distribuées par des autorités sur des critères complètement opaques. Tu sais que les fréquences de radio sont attribuées toujours aujourd'hui selon des sondages d'audience
qui sont Ah oui. complètement faux. Complètement faux. Comment est-ce que tu peux juger de l'audience de France Inter? Tu t'appelles des donc comment fait Ah oui, oui, ok. l'ARCEM ou je sais plus comment ça s'appelle là, il y Ouais. a une autorité administrative française qui attribue les fréquences régulièrement tous les 5 ou 10 ans, je pense. On refait une distribution. Bah, ils se fondent sur des appels de l'audimat qui est simplement des appels téléphoniques. Qu'est-ce que vous écoutez? Il y a Médiamétrie là qui m'a appelé ce week-end. Ah, Parce que je sais pas, enfin, j'étais en Hollande, donc ils m'ont dit est-ce que vous êtes en France? Je dis non, je suis en Hollande. Bon ben, je vous rappellerai la semaine prochaine. Je peux pas vous interroger. Vous êtes français? Non, je suis en Hollande. Bon, bref. Et donc, je pense que c'était ça. Ils interrogent je pense qu'ils allaient me demander quelles sont les radios, les stations de radio que vous écoutez. Et donc comme ça, ils font des sondages, puis ils imaginent que les gens répondent honnêtement, et ils attribuent ensuite les fréquences selon ce genre de méthode. Donc il y avait des monopoles, et donc les gens étaient obligés d'écouter, un peu comme les profs d'université, tu sais, ouais, des gens qui sont habitués ils ont à une avoir chair. un auditoire captif. Bah là, Ouais. l'auditoire était un peu moins captif parce que les gens pouvaient changer de chaîne ou de radio, ils pouvaient aller lire. Enfin, quand même, comme c'était quand même des médias, ce sont des médias qui sont très divertissants, qui plaisent beaucoup au goût humain. Bon, bah, ils avaient un auditoire captif d'une certaine manière. Mais c'est quand même curieux qu'ils aient, parce qu'en fait, eux, ils ont quand même développé sur, disons, 50, 60 ans, une méthode pour faire des émissions intéressantes, peut-être faire des entretiens intéressants. Et c'est curieux qu'aujourd'hui, ce soit justement des gens qui n'ont jamais appris ces méthodes, qui viennent pas du monde du journalisme, et que justement les gens, comme toi, tu disais, ce que je veux, c'est pas quelque chose de journalistique, quelque chose de beaucoup plus authentique. C'est curieux que cet apprentissage, enfin ce savoir-faire qui peut-être être précieux, ne puisse pas être réutilisé. Je ne sais pas comment sont nées les techniques d'interview, d'entretien à la télévision et à la radio. Est-ce que c'était d'anciens journalistes papier qui ont fait ce métier-là et qui ont imposé les règles au début? Peut-être. Bah, Parce ces que histoires de questions-réponses, l'interview en papier existait déjà, donc ils ont peut-être transféré ouais. ça. Mais regarde, il y a eu des renouvellements de genre dans la télévision et la radio, et ça a été, il y a eu des remplacements il y a des gens qui ont inventé des nouvelles choses, et très souvent, ce qu'ils ont réinventé se rapprochait du modèle de la conversation privée. Donc, par exemple, en commençant à aller sur des sujets très intimes, la sexualité, euh, les confessions Ouais. personnelles, une façon familière de traiter les personnages. Je sais pas, par exemple, ça avait fait sensation dans les années 80, une émission où François Mitterrand, lorsqu'il était président de la République, recevait un journaliste, je crois que c'était Yves Mourouzi, et Yves Mourouzi était assis sur la table du président pendant qu'il parlait, il l'interrogeait. Je crois que je Euh, me souviens de l'image. Ouais. et ça a été un bouleversement dans la culture médiatique. Alors, je ne sais pas ce que ça a fait vraiment chez les gens qui regardaient, mais en tout Ouais. cas, on en parle encore comme un moment de bascule, parce qu'il y a eu ce rapprochement avec cette tendance à se rapprocher de la conversation privée, qui est beaucoup plus facile à... Alors pourquoi est-ce qu'elle est plus facile à faire sur YouTube ou des podcasts? Ça, je sais pas. Mais c'est pas évident, hein, parce que cette conversation privée, elle peut tourner en rond si justement elle n'est pas bien préparée, et puis ou même aller dans une direction qui est pas très intéressante, alors que justement on se dirait, bah, si c'est préparé, si les questions sont déjà orientées, eh ben on est sûr de rester sur des sujets qui vont être intéressants et donc qui vont apporter plus de valeur à la à la personne. Et moi je m'interroge toujours en fait quelle est la méthode derrière de Joe Rogan pour arriver à faire quelque chose qui est à peu près tout le temps captivant. Je sais pas quel est le taux il fait environ 2 à 3 heures d'émission à chaque fois, hein, Oui. n'est-ce pas? Je sais pas combien de temps les gens regardent, mais moi, c'est rare que je m'ennuie.
Mais je pense que c'est pas le sujet, c'est pas la préparation, c'est l'attitude des deux personnes. Mm. Et donc principalement de l'autre. C'est l'autre qui va donner le ton. Et lorsqu'il s'intéresse sincèrement à la personne qui est en face, mais toute personne est intéressante, quasiment. Ouais. Et donc peu importe qui il a des gens de toutes les professions, toutes les tendances politiques, ou presque. Non, il n'y a pas les gens d'extrême droite et il n'y a pas les gens d'extrême gauche. Mais Si, il a parlé à. Bah, déjà, il a parlé à Alex Jones, et puis il a parlé oui, à Bernie Sanders. oui, mais enfin Bernie Sanders, c'est pas non plus Bernie Sanders, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, hein. Ah C'est bon? Bernie Sanders, c'est euh, c'est pas François Hollande non plus, mais enfin bon, c'est Henri Enfin Emmanueli, bon, tu vois. disons, à l'échelle des États-Unis, c'est déjà pas mal. Oui, oui, mais enfin c'est pas c'est pas un black bloc, c'est pas il appelle pas la dictature communiste. Bernie Sanders. Et Alex Jones n'est pas un antisémite. S'il faut prendre l'antisémitisme comme mesure de l'extrême droite. Donc on reste avec des gens qui ont des... Bon, bref, peu importe, Mais c'est pas le sujet. cela étant, celui qui, à mon avis, oserait, c'est Lex Fridman pour le coup, puisqu'il a déjà dit officiellement. Enfin, je sais pas si on peut dire aujourd'hui que Poutine Oui. est la nouvelle personne qui est infréquentable, sans doute. Cela dit, moi j'ai été surpris, par exemple, là, ce week-end je cherchais, là, je sais pas si tu vois le mème où Poutine est en train de manger du popcorn. Tu vois? Je t'ai perdu un instant là, je suis Ouais. désolé. Je cherchais le mème où Poutine est en train de manger du popcorn. Tu vois ce que c'est, non? Oui, oui. Et je me suis interrogé justement en cherchant dans mon téléphone, dans le moteur de mème, si c'était encore possible de trouver des choses liées à Poutine, tu vois? Parce que et je me suis posé la question avant. J'ai trouvé, mais pour moi, c'était pas si évident. Et Lex Fridman a dit que, d'autant plus qu'il parle russe, enfin qu'il est russe, euh, qui volontiers il parlerait à Poutine, ce que je trouve assez admirable, hein, parce que évidemment c'est pas tout le monde qui oserait faire ça. Ouais, Poutine n'est pas le pire des dirigeants qu'a connu la Russie dans le siècle dernier. Loin de là, ça peut être enfin, un des meilleurs, avec Yeltsin peut-être, enfin, un des moins pires. Ouais. Il mène des guerres d'agression, mais il n'a pas emprisonné son peuple. Il n'est pas en train Ouais, je suis en train de l'exterminer. lire Les Terres de sang là justement Ah, j'aimerais dont bien le on lire. parlait. Ouais. Faut s'accrocher, hein. Je viens de passer l'histoire, Mais le je voulais passage dire avec les quelque chose, cannibales. toujours sur notre sujet. Ouais. Au sujet des personnes, donc Joe Rogan ne va pas interroger des gens d'extrême droite et d'extrême gauche? Oui, oui, il a une attitude, voilà, il s'intéresse à tout le monde. Il s'intéresse à tout le monde, et donc je pense que c'est ça surtout, c'est l'attitude qui fait que la discussion est intéressante ou pas. C'est l'attitude des deux, et elle est commandée par l'autre. Donc peu importe à peu près le sujet, bon, c'est souvent des gens qui ont quelque chose à raconter. Hein, il a pas invité sa coiffeuse. Enfin, il a pas de coiffeuse, il est chauve. Mais, j'ai rien contre les coiffeuses non plus. C'est pas ce que je veux dire. Mais bon, voilà, il va chercher, il interroge, il nous invitera jamais, toi ou moi, quoi. Voilà, nous on n'a rien à raconter, on n'a rien à raconter à Joe Rogan. Donc, on s'intéresse l'un à l'autre, c'est tout. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut encore que la personne soit à peu près identifiée dans son cercle. Ouais. Sans ça, c'est difficile. Il faut qu'il soit connu. Ouais. Mais bon, vivement que des choses pareilles arrivent en France. Hein. Ça serait très intéressant. Il y a déjà du journalisme parallèle. J'écoutais donc tout à l'heure euh, Juste Milieu, Rémi, comment il s'appelle Ouattremez. Rémi Ouattremez de Juste Milieu, qui euh, compilait les informations sur l'affaire Pierre Palmade. Euh, bon, il y avait quand même ok, il a pris que des sources de la presse officielle, si je puis dire.
Ok. Le Parisien, BFM, CNews. Et puis et donc il parle du rôle joué par Mimi Marchand, donc cette patronne de la presse People et politique parisienne, qui avait protégé qui avait protégé un certain Jérémy Ladrette de la Charrière, qui est le fils d'un célèbre homme d'affaires français, qui a été condamné pour à 2 reprises, avec récidive, pour détention d'images pédopornographiques. Le fils. Le fils, Jérémy Ladrette de la Ah oui. Charrière, oui. Et Mimi Marchand a joué un rôle là-dedans pour éviter que ces affaires soient discutées trop publiquement dans les médias parisiens. Bon, ça a quand même fuité. Il y a eu un bouquin qui a été écrit là-dessus, sur elle en particulier. Et puis, Rémi Ouattremez fait le parallèle entre cette histoire-là et l'histoire de Pierre Palmade, qui est également poursuivi pour des détentions d'images pédopornographiques. Et le lien qu'il fait entre les deux affaires... C'est Pierre Palmade lui-même? Pierre Palmade aussi est Okay. poursuivi pour détention d'images pédopornographiques. Incroyable. Et puis ça va même plus loin, il y a un témoin qui dit que Pierre Palmade lui a montré sur son téléphone des photos d'enfants de 7 à 9 ans en disant tu vois, moi j'ai accès à ça, j'ai un réseau pour me procurer des enfants comme ça. Et alors Rémi Van Kessel, donc au-delà évidemment de l'ignominie non. Ouattremez, pardon. Rémi Ouattremez fait le lien en disant oui, le soir de la garde à vue, de l'accident de Pierre Palmade, il a été, c'était le soir des Césars, je pense, et la première qui est partie, c'était Mimi Marchand qui s'est précipitée à son chevet. Et donc il y a un lien. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Bah écoute, c'est quand même pas très sérieux comme façon de tirer. C'est pas parce qu'elle a soutenu un pédophile. Dans les deux cas, dans l'affaire Lacharrière et l'affaire Palmade, il y a des problèmes d'images pédopornographiques. Il y a Mimi Marchand entre les deux, et donc il laisse entendre que Mimi Marchand couvre des réseaux de pédophiles, en tout cas de gens qui procurent des images de pédophilie à Paris, chez des personnalités. Donc, mais attends, mais Mimi Marchand, si je me souviens bien, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Mimi Marchand, c'est la patronne d'une agence de presse people qui s'appelle Best Image, qui a servi l'ascension du couple Macron. Non, d'accord, mais avant ça, elle n'était pas dans la... Elle a été garagiste, elle a dirigé des boîtes de nuit, elle a été condamnée, elle a fait de la prison, elle a été pour du trafic de drogue, enfin transport de drogue. Elle a été en garde à vue plusieurs fois, en prison, enfin en détention préventive à plusieurs reprises. C'est une drôle de cocotte, hein. C'est une sorte de mère maquerelle de la nuit, hein, quelque chose comme ça, hein. Et donc elle a servi le couple Macron lorsque les bruits couraient à Paris, qu'Emmanuel Macron entretenait une relation avec le patron de Radio France de l'époque, dont le nom m'échappe à l'instant. Et donc ça s'est documenté, hein, dans des essais par des journalistes. Donc ce serait pas complètement dingue de penser que Mimi Marchand puisse être lié à des réseaux qui obtiennent des enfants, non? Non, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Ça va pas jusque là. C'est que elle intervient alors qu'elle est intervenue dans l'affaire Lacharrière. Ouais. Jérémy de la Charrière pour défendre, étouffer, limiter les retentissements de ces condamnations. Et dans l'affaire Palmade, c'est parce qu'il y a des bruits En fait, Pierre Palmade a eu un accident de voiture dans lequel il a blessé gravement une femme qui était enceinte, le bébé est mort. Et dans sa voiture, il y avait 2 prostituées. Et aussi le fils qui va très mal, je crois. Oui, je n'ai pas le détail. Il y avait 2 prostituées hommes qui étaient avec Pierre Palmade. Et en fait,
il revenait d'une soirée chez Pierre Palmade, enfin, ils avaient quitté une soirée chez Pierre Palmade, chez lequel il y avait deux personnalités. Alors, des enfants, les Bricourt, enfants de ministres, enfants de personnalités célèbres, qui étaient avec Pierre Palmade dans cette soirée, qui devait être du chemsex, qui a, et qui, Pardon, ça veut dire quoi? Parce que j'ai entendu le mot ce matin, justement, j'ai pas compris. chemsex, ce sont des habitudes qui vraiment sont très répandues dans les milieux homosexuels, où on fait des partouzes à l'aide en se stimulant à l'aide de drogues particulières. Ok. Je sais pas, Ça s'écrit- chemical. Ah, ok, d'accord. CHEM-SEX. Chemsex. Donc donc ça te permet de tenir pendant des heures et des Ouais, heures. ouais. Voilà. Bon, bref, je passe les. Et donc il y avait une soirée de ce genre-là chez Pierre Palmade dans sa villa, je sais pas où, en banlieue parisienne. Et donc il y a eu des détails qui ont été effacés, tus, qui ont disparu. Enfin, il y a eu des tas de trucs bizarres dans l'enquête qui sont tout à fait documentés dans la presse, mais qui ont été dits une fois et qui ne sont plus dits. Et ça, c'est du Mimi Marchand, probablement tout craché. Et donc, elle est intervenue là-dedans. Mais bon, voilà, c'est vraiment, c'est parce qu'il y a un fumet qui ressemble au fromage d'une autre affaire sur lequel on est bien documenté. Et l'affaire Palmade a le même fumet, et donc Rémi raconte laisse entendre que c'est la même chose. Il ne le dit pas tel quel, mais il le laisse entendre. Et donc voilà, même une émission aussi de journalisme, d'information courageuse, intéressante, à peu près unique, qui a beaucoup d'audience, eh bien, elle est bancale, quoi. Il saute à des conclusions, il laisse entendre des choses qui ne sont pas prouvées, pas encore, qui semblent... c'est trop tôt pour le dire. Où il n'a pas eu les moyens d'investigation, il n'a pas d'information propre. Il le dit d'ailleurs, il fait que répéter des choses qu'il a lues dans les journaux, ou vues à la télé, ou entendues à la radio. Et donc ça, c'est moyennement intéressant. Voilà. Ouais, ok. Enfin, parce que de la même manière, dans Joe Rogan, il y a pas mal de personnes qui vont développer des thèses qui sont pas non plus vérifiées. Enfin, je vois pas en fait le problème d'avoir quelque chose qui soit pas 100% solide, ou bien de faire des hypothèses. Bah là, l'hypothèse, tu peux développer, parce que c'est bien documenté, les soutiens dont Jérémy Ladret de la Charrière a bénéficié de la part de Mimi Marchand. Ce qui s'est passé entre Mimi Marchand et Pierre Palmade au chevet de son lit à l'hôpital, c'est pas la même chose que de commencer à développer la théorie du complot, de la protection dont a bénéficié. Et les invités de Joe Rogan, ils s'amusent pas à faire des rapprochements de ce genre-là. Alex Jones, tout ce qu'il dit, quasiment, à part la fameuse affaire qui l'a tué, tout ce qu'il dit, et Joe Rogan le reconnaît, est vrai. Des trucs les plus ahurissants. Et Joe Rogan dit, mais oui, mais il a raison, ce qu'il dit, il a raison. Il peut le prouver. Et c'est dingue. Alex Jones, c'est un type incroyable, mais il a des informations uniques, ce que n'a pas Rémi Watronet. Il n'a pas d'informations exclusives. Il a personne, il n'a pas un type qui est venu me voir et qui lui a dit, voilà mon dossier, quoi. Et sur les réseaux pédophiles, justement, Alex Jones, c'est assez dingue. Oui, mais ça, je veux bien croire qu'il y a des choses dingues. Depuis très très longtemps. Ouais. Sur les réseaux pédophiles sont un truc qui infecte les hautes sphères, les sphères du pouvoir économique et politique. Ça, c'est certain dans nos pays. Je suis persuadé. Des histoires de... la traite de la Charrière, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est comme Duhamel, c'est comme Olivier Duhamel. Il prenait en photo des enfants de ses amis qui passaient les vacances chez lui dans sa maison de vacances. Et comme Olivier Duhamel, qui
qui abusaient des enfants, des jeunes, des adolescents, c'était pas vraiment des enfants, enfin, des adolescents, c'était les enfants de sa compagne ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, les trucs, c'est horrible, quoi. Ça se passe dans le cercle familial. Et donc, ces gars-là dégradent, pervertissent des enfants autour d'eux. Et donc, c'est dans les milieux. Donc, d'une certaine manière, les amis. Ils ont été sans doute très surpris que leurs copains aient fait ça avec leurs enfants, mais en tout cas, ils l'ont. Je sais pas quand ils l'ont dénoncé, mais ils l'ont pas dénoncé, quoi. Ils ont dû l'apprendre, ils ont dû en entendre parler, mais ils l'ont pas fait. C'est comme les Duhamel, quoi. Personne, Olivier Duhamel, je sais plus comment il est tombé. Ah oui, c'est 40 ans plus tard, c'est un des enfants qui en a parlé. Mais la mère, elle le savait. La femme de la compagne de Duhamel savait ce qui se passait. Et c'est parce que les enfants étaient allés se plaindre à leur mère. Et elle a jamais rien dit. Donc tu vois, il y a une espèce de complicité dans ce milieu-là où on se tient, ces milieux de pouvoir, on se tient parce que donc on laisse les enfants morflent. Mais les affaires du trou sont assez. Donc ce criminel pédophile belge dans les années 90 qui était lié à des milieux de journalistes, de policiers en Belgique, qui étaient dans ces réseaux aussi, enfin des trucs sombres. Et il y a la même chose aux États-Unis. L'histoire évidemment de Jeffrey Epstein, enfin qui dans l'avion duquel, donc qui faisait du trafic de Lolita, et dans l'avion duquel Bill Clinton est monté 26 fois, quoi. Enfin, ou Bill Gates aussi, je crois. Gates aussi était en tout cas Clinton certainement, Gates, je sais plus. Ouais. Donc, Il y il y a beaucoup, des. Et encore, ça c'est pas le plus glauque, quoi. C'est déjà épouvantable ces histoires-là, mais je crois que les histoires que Jones raconte sont encore pires. Ouais. Bref, Aïe, aïe, aïe. palmade. Ouais.